Appelez les anciens combattants, on a un automate qui s'est échappé, lança la voix du contremaître tranchante au milieu du vacarme du chantier. Malia Grant boitait doucement sur le trottoir, longeant la zone. Sa jambe prothétique visible sous un jean usé, chaque pas ponctué d'un petit claquement mécanique. « Mauvaise direction, chérie, le centre d'aide sociale est de l'autre côté ?» cria un autre ouvrier, déclenchant des rires moqueurs qui fusèrent aussitôt d'un étage de l'échafaudage. Malia ne répondit pas. Sa mâchoire se contracta légèrement, sa main se resserra autour de la casquette kaki qu'elle tenait, marquée du blason des forces spéciales. Elle garda les yeux droits devant. Ils ignoraient tout. Ils ne savaient pas qu'elle avait autrefois rampé sous les balles pour extraire des blessés et piégés sous des véhicules en feu. Que son boitement n'était pas une mise en scène mais la trace laissée par un engin explosif à l'extérieur d'Al-Karim au cours d'un raid humanitaire. Ce n'était pas une faiblesse, c'était la preuve qu'elle avait tenu bon, qu'elle était revenue en vie. 15 minutes plus tard, le chantier fut plongé dans un silence brutal. 3 SUV noirs apparurent au bout de la rue, roulant comme une colonne blindée, leurs vitres teintées dissimulant les silhouettes à l'intérieur. Ils s'arrêtèrent net devant les grilles du chantier. 7 hommes en descendirent. Même geste, même pas, silencieux. Ils portaient des pantalons tactiques, des chemises sombres, des lunettes de soleil et une présence qui fit immédiatement taire tous les rires. Personne ne savait qui ils étaient, mais dès l'instant où ils commencèrent à avancer dans la direction de Malia, plus un seul ouvrier n'osa faire un bruit. Pour la première fois ce jour-là, personne ne riait. Après avoir quitté l'armée, Malia n'était pas rentrée sous les projecteurs. Pas de cérémonie, pas de fanfare, juste un petit appartement 2 pièces dans une ruelle tranquille d'un quartier de la périphérie de Mesa, Arizona. Une terrasse étroite, des voisins discrets et le murmure constant d'un ventilateur au plafond. Chaque mardi, elle répétait le même rituel. Elle préparait un sac en toile olive, glissait dedans ses médicaments, quelques notes sur un carnet écorné et une casquette au bord délavé, témoin muet de 2 affectations et 3 zones de combat. Elle ne la portait jamais. Mais elle ne pouvait pas s'en séparer. Cette casquette avait traversé plus de chaos qu'elle ne pourrait jamais le raconter. Elle marchait jusqu'à l'arrêt du bus numéro 42, montait et descendait 7 arrêts plus loin, près du centre médical des anciens combattants. Sa jambe gauche, amputée sous le genou, avait été remplacée par une prothèse noire, discrète et fonctionnelle. Chaque pas émettait un petit cliquetis régulier. Certains trouvaient ce bruit étrange. Pour elle, c'était un métronome. Le battement d'un cœur qui avait refusé de s'arrêter. Dans son quartier, on la connaissait à peine. « La dame tranquille », disaient les enfants, toujours polie, toujours seule. Il regardait parfois sa jambe ou chuchotait dans son dos, mais elle n'expliquait jamais. Elle n'était pas là pour être comprise. Le soir, les souvenirs revenaient, pas comme des cauchemars, plutôt comme des fragments indésirables, l'écho d'un obus, le grésillement d'une radio brisée, le goût métallique du sang sur ses gants. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant les phares des voitures balayer les murs comme des projecteurs silencieux. À l'intérieur, les combats reprenaient, mais elle ne s'est jamais plainte. Malia Grant ne portait pas sa douleur comme une pancarte. Elle la portait comme une armure, silencieuse, solide. Elle ne cherchait pas à être remarquée. Elle voulait simplement avancer. Ce jour-là, le soleil frappait fort, l'air vibrait au-dessus des dalles en béton. Les voix des ouvriers résonnaient entre les structures métalliques. Le chantier bourdonnait de vie, de bruit, de jurons et de machines. Malia marchait sur le trottoir en direction de l'hôpital vétéran à quelques pâtés de maison. Son t-shirt vert avait pâli avec le temps, ses bottes couvraient la poussière rouge qui collait à tout. Elle passait sans bruit, comme elle le faisait chaque semaine. Mais aujourd'hui, quelque chose changea. « Mauvais chemin, grand-mère bionique », lança une voix au-dessus de la palissade. Les rires éclatèrent, secs, cruels. Un ouvrier fit semblant de boiter. Un autre simula une chute, hurlant comme une caricature. « Elle a dû choper cette jambe au rabais dans un vide-grenier », lança un troisième. Le contremaître, un homme trapu au visage rougi par le soleil, ne se retint pas. Monsieur Elroy Barks, bien connu pour ses blagues douteuses, mordillait son cure-dent en surveillant le site. Il vit Malia et ne résista pas à l'envie. « Quelqu'un peut appeler les services ? On a un automate militaire qui s'est échappé !» cria-t-il. L'éclat de rire général résonna comme un mauvais cœur. Sur le trottoir, une adolescente levait déjà son téléphone, filmant la scène avec un sourire narquois. « TikTok va adorer la vieille Robocop !» chuchota-t-elle à sa copine. Personne ne bougea, pas un mot de compassion.
Même l'adjoint au contremaître, un homme plus jeune au gilet fluo impeccable, resta les bras croisés, spectateur muet. Malia ne cria pas, elle ne répondit pas. Mais son silence n'était pas de la faiblesse, c'était du contrôle. Un contrôle forgé dans le feu, affiné dans le chaos. Elle porte les doigts à la chaîne autour de son cou. Elle sentait les lettres gravées sur ses plaques militaires, son nom, son groupe sanguin, et l'insigne de l'unité. Elle se le rappela, simplement, « Tu as résisté, tu as servi, tu comptes ». Et elle continua de marcher, sans accélérer, sans ralentir, parce que reculer, même dans ces moments-là, aurait été une victoire offerte. Elle était presque à l'intersection, lorsque son regard accrocha une silhouette étrange, à moitié dissimulée derrière un vieil érable. Un SUV noir, moteur encore tournant, vitres teintées, garé sans hâte à quelques dizaines de mètres. Quelqu'un à l'intérieur l'observait. Malia ralentit légèrement mais ne s'arrêta pas. Elle ignorait encore que ce véhicule n'était pas là par hasard, que la justice avait déjà tourné le coin, à sa manière, silencieuse et irréversible. Assis derrière le volant, les bras posés sur le cuir du volant, Silas Monroe fixait la scène à travers le pare-brise. Il n'avait pas cligné des yeux depuis plusieurs minutes. Son regard, perçant et tranquille, suivait chacun des pas de Malia. Il avait reconnu le claquement de la prothèse. Il avait vu la casquette serrée dans sa main. Et surtout, il avait reconnu la démarche. Pas une démarche brisée, une démarche survivante. Il n'était pas surpris. Il était furieux. Sous sa manche retroussée, un tatouage légèrement effacé dessinait un trident doré, entouré d'une ancre et d'un serpent. L'insigne des unités d'élite navale. Il n'en parlait jamais. Il n'en avait pas besoin. Ceux qui savaient, savaient. Et lui n'avait rien oublié. Pas seulement cette femme, aujourd'hui moquée sur un trottoir poussiéreux. Il se souvenait de Malia en pleine nuit, à Al-Karim, courant à découvert, traînant un médecin en sang à travers un champ criblé d'obus. Elle avait traversé 3 fois cette zone de tir pour extraire des camarades. La 3e fois, elle n'était pas revenue entière. Sa jambe y était restée. Mais grâce à elle, Silas Monroe était encore en vie. Il décrocha son téléphone, composa un numéro sans hésiter. Sa voix était basse mais coupante comme une lame. « C'est Monroe. Déployez l'équipe. L'opération commence. » Puis il raccrocha. En cet instant, il n'était pas un vétéran retraité. Il n'était pas un passant. Il était un frère d'armes. Et aucun frère ne laissait moquer l'une des leurs. Pas quand elle vous avait traîné hors de l'enfer en vous empêchant de saigner jusqu'à la mort. Malia Grant était née dans une zone rurale du Tennessee, là où les routes étaient de plus de terre que de bitume. Le genre d'endroit où les coqs hurlaient avant le soleil et où les gens disaient « bonjour », même s'ils ne vous connaissaient pas. Sa famille possédait une petite exploitation, difficile à maintenir à flot entre bétail, maïs et désillusions. Elle avait appris à réparer des clôtures avant ses 12 ans, à conduire un pick-up rouillé avant ses 14, mais elle savait déjà que son avenir ne se trouvait pas dans ces champs fatigués. Ses parents vieillissaient, le sol s'appauvrissait, et elle refusait de se laisser engloutir par les habitudes. Alors à 18 ans, tout juste, elle franchit les portes d'un centre de recrutement des forces armées avec pour seul bagage sa détermination et un diplôme de lycée public. Le camp d'entraînement ne la brisa pas. C'était dur, oui, mais pas plus que de porter des seaux de grains au petit matin ou d'essuyer la pluie pendant des heures en réparant une pompe. Elle s'adapta. Elle devint discrète, précise, concentrée. Pas de besoin de parler fort quand on sait encaisser. Sur le terrain, elle était fiable, instinctive, protectrice. À sa 2e mission, d'autres soldats lui faisaient déjà confiance les yeux fermés. Puis vint le jour où tout changea. Un convoi devait sécuriser un passage dans la ville de Barouja, un quartier dense, plein de ruelles sinueuses. Un simple transfert de matériel médical, jusqu'à ce que le premier véhicule roule sur un détonateur dissimulé sous les pavés. L'explosion souffla les vitres, renversa un transport de troupes et transforma la rue en enfer. Malia n'attendit aucun ordre. Elle fonça, seul point mouvant dans un nuage de feu. Elle sortit un infirmier du brasier, porta un civil à moitié brûlé sur ses épaules, puis tenta de dégager un camarade coincé sous un capot déformé. C'est à ce moment que la 2e bombe éclata. Elle se réveilla dans un lit d'hôpital militaire en Allemagne. On lui annonça que sa jambe ne pourrait pas être sauvée. Elle écouta sans un mot, puis demanda si les autres avaient survécu. Ils avaient, grâce à elle. Elle reçut des médailles, une étoile d'argent, une croix pour service méritoire. Un silence aussi, un silence pesant. Celui qui s'installe quand le pays ne sait pas quoi faire de ceux qu'il a envoyés se battre, puis oublier dès leur retour.
De retour à la vie civile, elle affronta une réalité bien plus sournoise que le front. Les recruteurs voyaient la prothèse avant de lire son CV. « Ce poste implique de rester debout toute la journée, vous comprenez ?» lui lança un responsable des ressources humaines avant de poser son dossier de côté. Pas un mot sur son engagement, pas une question sur ce qu'elle avait traversé. Elle était un risque, une histoire qu'on préférait éviter. Alors elle s'effaça. Elle apprit à marcher dans les supermarchés avec la tête baissée. Elle évitait les regards insistants, les sourires pleins de pitié, les questions maladroites. Chaque sortie devenait une épreuve. Et maintenant, sur ce trottoir ensoleillé, au milieu des moqueries, tout semblait vouloir la renvoyer à cette invisibilité forcée. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'était plus seule. Le chantier semblait figé sous l'effet de la chaleur, les marteaux suspendus dans leur course, les ouvriers debout sans mot dire. Quelques-uns jetaient un œil inquiet vers le portail où les SUV noirs s'étaient arrêtés net. Les moteurs ronronnaient toujours, menaçants et calmes à la fois. Puis, les portières s'ouvrirent. D'abord celle du conducteur, ensuite les autres, parfaitement synchronisées. 7 hommes en descendirent sans un mot. Leur équipement n'était pas réglementaire, mais leur démarche, elle, l'était. Rien ne les distinguait vraiment des ouvriers du chantier, si ce n'est ce regard, cette posture, ce silence chargé de sens. Des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui n'avaient pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Ils avancèrent d'un même pas vers l'entrée. Aucun badge, aucune parole, juste une présence qui repoussait l'air autour d'eux. Le contremaître, M. Elroy Barks, qui quelques minutes auparavant faisait rire l'équipe entière avec ses remarques, restait maintenant figé, son crayon tombé de sa main. Sa chemise collée à son dos, tachée par une sueur nerveuse. La tension était palpable. Ce n'était pas une visite de sécurité. Ce n'était pas un audit. C'était autre chose, quelque chose d'ancien, de lourd, et ils le sentaient tous. Lorsque le chef de l'escouade avança seul, le silence se fit total. C'était Silas Monroe. Il ne portait pas d'uniforme, mais chaque ligne de son corps racontait sa vie. Tatouage discret sur l'avant-bras, yeux d'un bleu dur, presque glaciaux, il ne regardait ni les échafaudages, ni les outils, ni le chaos ambiant. Il regardait au loin, en direction de la silhouette de Malia, qui s'éloignait toujours, sans s'être retournée une seule fois. Les 6 autres opérateurs se placèrent derrière lui, formant une ligne d'ombre parfaite, sans qu'aucune consigne ne soit donnée. Silas s'approcha alors du contremaître, à quelques centimètres seulement, assez pour qu'il voie la fine cicatrice sur sa tempe, mais pas assez pour se sentir autorisé à dire un mot. « Qui a osé humilier la sergente Malia Grant, ici ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir. Elroy Barks cligna des yeux, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve devenu cauchemar. « Écoutez, c'était une blague, rien de méchant, vous voyez ? Une mauvaise plaisanterie, voilà tout. » Silas Monroe ne silla pas. Il tourna légèrement la tête, suffisamment pour que tous ceux autour entendent de bien ces mots. Sergent Grant a servi 2 fois en zone de guerre. Elle a extrait 3 hommes blessés, dont moi, d'un véhicule en feu sous tirs ennemis. Elle a perdu sa jambe en le faisant. Et vous appelez ça une blague ? Le silence se fit plus profond encore. Certains ouvriers baissèrent les yeux. D'autres, pétrifiés, comprenaient enfin la portée de ce qu'ils avaient vu et laissaient passer. Un des plus jeunes membres de l'équipe, cheveux courts, allure nerveuse, s'avança à son tour, il leva un téléphone. « On a tout filmé, dit-il d'une voix sèche. Depuis le trottoir, chaque mot, chaque moquerie, chaque ricanement. » Il fixa le contremaître. « Vous imaginez la tête de vos supérieurs quand ils verront ça ?» Silas s'approcha encore, son regard désormais aussi dur que la pierre. « Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle n'a jamais exigé qu'on l'applaudisse. Mais quand mon unité saignait dans le sable et que les secours mettaient trop de temps à venir, elle a traversé ce champ de feu seule. 3 fois, elle l'a fait pendant que des types comme vous se seraient mis à hurler pour qu'on vienne les sauver. Et vous osez la tourner en ridicule. » Un murmure parcourut le chantier. D'autres passants s'étaient arrêtés, intrigués par la présence inhabituelle des véhicules. Certains filmaient maintenant, mais plus aucun sourire n'apparaissait. C'était le respect qui avait pris la place de la moquerie. Silas se retourna, adressant un dernier mot aux ouvriers. « Vous avez ri d'une femme qui porte plus d'honneur dans son silence que la plupart des hommes dans toute leur vie. C'est terminé. » Le contremaître voulut dire quelque chose, peut-être une excuse, peut-être une supplique, mais Silas lui avait déjà tourné le dos. Et en se retournant, chacun des 6 opérateurs derrière lui fit de même, dans un mouvement d'une précision militaire. Le message était clair,
On ne demande pas pardon quand on a oublié ce qu'est le respect. On se tait, on apprend. Pendant ce temps, Malia atteignait le bout du bloc. Elle n'avait pas entendu les mots, mais elle avait entendu les pas. Ce rythme précis, familier, irréfutable. Elle se retourna. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Silas Monroe s'avançait vers elle, suivi des 6 autres. Pas un mot, pas un cri. Juste des pas mesurés, comme ceux qu'on fait dans une cérémonie. Il s'arrêta à 2 mètres, elle le reconnut. Même des années plus tard, elle reconnut ses yeux, son port de tête, sa façon de se tenir droit sans jamais paraître rigide. Il se mit au garde à vous, puis sans hâte, leva la main dans un salut militaire d'une précision parfaite. Les 6 autres hommes firent de même. Malia resta figée. Un nœud se forme dans sa gorge, son bras répondit avant son esprit. Elle salua en retour, ce n'était pas pour les caméras, ce n'était pas par orgueil, c'était parce que son corps savait encore ce que l'honneur voulait dire. Silas abaissa lentement sa main puis sortit de sa poche un petit objet rond, gravé. Une pièce métallique, argentée, au motif sobre, un trident. Et la devise, toujours debout. Cette pièce, dit-il, c'est celle de la fraternité. Elle n'est pas donnée, elle est méritée. Tu l'as gagnée ce jour-là, mais tu étais trop occupé à sauver des vies pour qu'on te la remette. Il la plaça dans la main de Malia, referma doucement ses doigts autour, elle baissa les yeux. Le métal était tiède, et pourtant, elle sentit une décharge lui parcourir le bras. Pas une douleur, une reconnaissance, une existence validée, sans qu'un mot n'ait eu besoin d'être crié. Autour d'eux, plus personne ne parlait. Même la jeune fille qui avait filmé la scène plus tôt restait immobile, son téléphone baissé. Dans ses yeux, plus de moquerie, juste du respect, peut-être même de la honte. Ce jour-là, Malia ne se sentit pas glorifiée. Elle se sentit vue. Et c'était peut-être plus précieux encore. La vidéo de l'incident se répandit plus vite qu'une traînée de poudre. En quelques heures, des extraits de Silas Monroe saluant Malia Grant et prononçant la phrase « Elle m'a tiré d'un véhicule en feu sous les balles ennemies » circulaient sur toutes les plateformes. Les chaînes d'infos la relayèrent en boucle. Les associations d'anciens combattants la partagèrent avec des légendes telles que « Voilà ce que signifie l'honneur ». Et le lendemain matin, le siège de la société de construction fut inondé de messages, d'appels et d'un cri unanime venu du public « Réparez ça ». En moins de 24 heures, un communiqué officiel fut publié sur tout leur réseau. On pouvait y lire « Nous exprimons nos plus sincères regrets quant au manque de respect dont a été victime la sergente Malia Grant. Son courage, son sacrifice et son engagement méritent notre reconnaissance absolue. Nous nous engageons à faire de nos chantiers des lieux de respect, d'inclusion et de responsabilité. » L'annonce se terminait par une décision attendue. Le contremaître Elroy Barks avait été démis de ses fonctions et réaffecté à des tâches administratives hors site, pour une durée indéterminée. Mais ce qui compta le plus, ce ne fut pas la punition. Ce fut ce qui se passa après. Une semaine plus tard, Malia reçut une invitation inattendue. Le directeur du lycée Jefferson, à seulement quelques pâtés de maison du chantier, souhaitait qu'elle prenne la parole devant les élèves pour la semaine d'hommage aux vétérans. Elle hésita. Elle n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, encore moins depuis qu'elle portait ce que certains appelaient une différence. Mais cette fois, ce n'était pas pour parler de guerre, ce n'était pas pour un trophée, c'était pour dire la vérité. Elle accepta. Par un matin frais, elle entra dans l'auditorium du lycée, habillée simplement d'un chemisier clair et pour la première fois depuis des années, de sa casquette de l'armée. La salle était pleine, silencieuse. Chaque pas de sa prothèse résonnait sur le parquet, non plus comme un tic-tac de solitude, mais comme un métronome de fierté. Malia n'évoqua pas les combats, ni les blessures. Elle dit juste « Les cicatrices ne prouvent pas qu'on est brisé. Elles prouvent qu'on a survécu à ce qui voulait nous briser et qu'on a continué d'avancer. » Les élèves se levèrent, certains pleuraient, les professeurs applaudirent longuement, pas par devoir, par sincérité. Sur le chantier, le changement fut concret. Pas juste une promesse dans un email. Une brique fut encastrée dans le sol, près de l'entrée principale, entourée d'un cadre en acier brossé. Dessus, gravé avec précision SGT, Malia Grant, respect en fondation. Ce n'était pas un monument, ce n'était pas spectaculaire. Mais chaque matin, les ouvriers passaient devant. Certains s'arrêtaient, d'autres posaient la main dessus. Le message s'infiltrait doucement, mais sûrement. Et puis, il y eut ce garçon, 8 ans à peine. Cheveux en bataille, sweat rouge et un bras prothétique qui dépassait de sa manche. Il s'approcha timidement de Malia alors qu'elle prenait un café sur une terrasse, non loin du chantier. Il resta planté là un moment,
hésitant. Puis il dit « Ma maman dit que je suis comme vous. Elle dit que je n'ai pas besoin des 2 bras pour être fort. Elle dit que peut-être je peux être un héros aussi. » Malia sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle. Elle se pencha doucement vers lui, sa voix basse mais pleine de vérité. « Tu l'es déjà. Chaque jour où tu te lèves et tu continues, tu es un héros. » Le sourire de l'enfant n'était pas celui qu'on offre par politesse. C'était un de ceux qui viennent quand on se sent vraiment vu. Il repartit en courant vers sa mère, les yeux brillants. Elle, les larmes déjà aux joues. Les semaines passèrent, puis les mois. Mais le nom de Malia Grant ne disparut pas. Il fut répété, partagé, enseigné. Des vétérans vinrent de tout l'État pour voir cette brique gravée. Certains en moto, arborant des vestes râpées pleines d'insignes. D'autres, en fauteuil roulant, les doigts tremblants sur le métal poli. Ce n'était pas la brique qu'ils venaient toucher. C'était ce qu'elle représentait, la dignité retrouvée. Le chantier mit en place un programme nommé « Respect sur le terrain » dispensé à toutes les équipes de la région. Ce n'était pas une punition, c'était une révolution. Lors des premières séances, les ouvriers ne savaient pas trop quoi dire. Mais quand un ancien soldat nommé Ismaël parla de son frère, lui aussi amputé, rejeté de plusieurs offres d'emploi à cause de sa jambe, le silence se fissura. À la 5e séance, les langues se délièrent. Certains confessèrent avoir été lâches, d'autres regrettèrent de ne pas avoir parlé plus tôt. Le chantier était redevenu un lieu de travail, mais aussi devenu un lieu d'apprentissage, de mémoire. 6 mois après l'incident, Malia fut invitée à prendre la parole lors de la conférence nationale des vétérans à Washington. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver sur cette scène. Elle n'avait ni agent littéraire ni livre à vendre, juste une voix et une vérité. Dans la salle, des familles, des soldats, des dirigeants, mais tout devant, 2 personnes qu'elle reconnut immédiatement. Silas Monroe, en tenue d'apparat, et le petit garçon en sweat rouge, cette fois habillé d'une veste miniature du corps des marines, cousue par sa mère. Dans sa main, bien serrée, la pièce qu'elle lui avait remise lors d'une 2e rencontre. Malia s'avança. Elle ne cacha plus sa prothèse. Elle la laissa visible, comme un drapeau discret, puis elle parla. « Je croyais que l'honneur se méritait avec des médailles, des rangs, des saluts. Mais j'ai appris qu'il ne dépend ni du nombre de membres qu'il vous reste, ni de votre posture. L'honneur, c'est comment on traverse la tempête quand tout semble vouloir vous briser. Certains reviennent entiers, d'autres pas. Certaines cicatrices se voient, d'autres non, mais toutes comptent. Et parfois, le courage ne crie pas. Il boite, il porte un sweat rouge, et il lève la tête. » Le petit garçon se redressa, les yeux écarquillés. L'applaudissement débuta lentement, puis s'amplifia. La salle entière se leva, pas pour un discours, mais pour ce qu'il représentait, un rappel, un miroir. Malia recula du micro. Non pas pour s'effacer, mais pour que d'autres puissent avancer à leur tour. Elle n'était plus seule. Elle marchait désormais avec des milliers derrière elle. Et cette brique modeste, au pied d'un chantier de Mesa, était devenue un lieu de mémoire, un point de départ, une réponse à une question qu'on pose trop rarement. Comment traite-t-on ceux qui nous ont déjà tout donné? L'histoire de Malia Grant ne parle pas que d'une femme, d'un salut ou d'un chantier. Elle parle d'un pays, de ce qu'on choisit de voir, de ce qu'on choisit d'honorer et de la façon dont le respect, même murmuré, peut reconstruire plus qu'un mur. Il peut reconstruire des âmes.